un podcast Binge Audio. Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Ça fait déjà 1 heure que je suis à cette soirée et j'ai toujours pas réussi à établir un seul contact. Faudrait peut-être que j'essaie de m'intégrer à ce groupe, tiens. L'anxiété sociale, aussi appelée phobie sociale, c'est la crainte, voire l'évitement de certaines situations sociales. J'évite en général ces soirées parce que j'ai très peur de me retrouver dans une situation où je ne suis pas à l'aise. C'est la timidité, le trac, on l'a tous ressenti, mais on est capable quand même d'affronter les situations. Les personnes qui ont une anxiété sociale maladive, parfois ils ne peuvent pas sortir de chez eux. J'ai toujours été un peu une petite fille assez réservée. On me disait même timide à l'école. J'avais peur d'être disputée, j'avais peur de déranger, j'avais peur de mal faire aussi, d'être jugée, d'être moquée, parce que j'avais tendance un peu à rougir beaucoup. Je me sentais gauche, c'était un petit peu un cercle vicieux, puisque de peur de bafouiller et de rougir, je parlais pas. Du coup, je me renfermais et du coup, on me disait Valérie, on l'entend pas. Hein. C'est une petite fille insignifiante, quoi. Voilà. Et c'était justement ce que je voulais, quoi. C'était qu'on m'oublie. À l'adolescence, ça s'est aggravé et j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis. J'étais très renfermée. Même embrasser un garçon, ça a été... La première fois que j'ai embrassé un garçon, donc j'avais 14 ans, pas sur la bouche, mais faire la bise à un garçon, je suis devenue toute rouge, en fait. D'ailleurs, les personnes qui étaient autour de moi, elles rougissent, tout le truc, les moqueries, ça a été un peu... ça a été un petit peu compliqué. Et puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par rire de moi et de montrer aux autres que finalement, je m'en foutais. Mais c'était qu'une façade, en fait. Alors dans les groupes, c'était très compliqué quand on avait des groupes de travail. Souvent, j'étais malade quand il fallait faire l'exposé. J'allais pas à l'école. Et ça a été... j'ai des souvenirs d'école. De toute façon, j'aimais pas l'école. Je pense que c'était lié à ça, à la peur des autres, en fait, et à la peur de mal faire, de pas être parfaite. Et j'avais l'impression vraiment que ce que je vivais, j'étais vraiment la seule à le vivre. Je me rendais compte que j'étais pas comme les autres, que je préférais rester chez moi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas faire autrement. En grandissant, j'ai choisi d'être esthéticienne. Et finalement, en faisant mes études, je me suis aperçue que j'aimais le contact, en fait, avec les autres. Et que quand je m'occupais des autres, je pensais moins à mes difficultés. Là, il n'y avait aucun problème. J'étais très à l'aise. Les gens me confiaient plein de choses. En fait, puis on rentrait quand même dans l'intimité des gens. Hein. Je faisais des épilations, des soins du visage. Mais par contre, au niveau commercial, c'était très compliqué. Donc, j'étais une excellente esthéticienne, mais une très mauvaise vendeuse. En fait, dans la relation aux autres, quand je suis qu'avec une personne ou 2 personnes, tout va bien. C'est quand il y a un groupe, en fait, que c'est difficile. J'ai commencé à sortir toute seule après mon divorce, donc j'avais 28 ans. J'avais mon fils. En fait, je subissais, mais j'évitais beaucoup. En fait, je faisais beaucoup d'évitements. J'évitais plutôt les lieux où il y avait du monde.
D'être maman, ça a aussi été un grand chamboulement parce qu'en fait, je suis devenue responsable de quelqu'un. C'était difficile, mais je le faisais parce que j'étais obligée. Heureusement qu'il était là, quoi, parce que puis je voulais montrer à mon fils que voilà, j'étais capable de venir toute seule avec lui. Mais souvent j'étais un peu en retrait par rapport aux autres parents. Tout le monde se parlait et puis moi j'étais un peu ça me demandait beaucoup d'efforts en fait. C'était très fatigant. D'ailleurs, je rentrais après, j'étais dans des états de fatigue très fortes en fait. Dans la vie de couple, c'était un peu compliqué. Je donnais pas mon avis, en fait. Je subissais plutôt. D'ailleurs, il me l'a dit quand on a divorcé, que c'était lui qui décidait tout et que j'étais qu'une fille toute simple. Ce qu'il m'a dit, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais oui, il avait raison finalement parce que j'étais très passive en fait. Je n'ai jamais parlé de ma phobie sociale à mon conjoint à l'époque. Je parvenais à le cacher, déjà parce que physiquement j'étais grande, j'étais imposante. Et j'étais toujours souriante. Et ce sourire, il me protégeait, en fait. Et c'est quand je me suis effondrée, donc à 40 ans, avec ma dépression, où là, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Ça peut pas durer, quoi. Disons que le travail a été le déclencheur de la dépression. Puisque j'ai eu un harcèlement au travail, en fait, par mon patron. Quand je me suis retrouvée en psychiatrie et qu'on m'a diagnostiqué donc une phobie sociale et une dépression, je me suis dit, mais donc, ce que je vis, c'est pas normal, c'est une maladie. Ça m'a soulagée, en fait, parce que je me suis dit, finalement, c'est pas moi, c'est une maladie et on peut s'en sortir. Alors, la phobie sociale, c'est une peur des autres, c'est une peur du regard des autres, c'est une phobie. Donc déjà, phobie, c'est une peur. C'est irraisonné, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui nous empêche d'avoir une vie comme les autres, en fait. C'est-à-dire que j'évitais les endroits où il y avait trop de monde. Alors c'est pas de l'agoraphobie parce que là c'est encore une autre phobie. Aussi, dans la phobie sociale, il y a aussi les démarches administratives qui sont très compliquées et c'est indépendant de notre volonté, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous. C'est tellement fort qu'on peut s'en rendre malade aussi. Me rendre dans un guichet de la CAF ou de la sécurité sociale, c'est terrible. Surtout s'il y a la queue. Je peux partir dans des crises d'angoisse. Maintenant, j'arrive à les contrôler parce que j'ai appris. Et je sais que c'est une crise d'angoisse, que c'est pas grave, que je vais pas mourir. Mais je peux très bien tout laisser en plan et partir et ne pas revenir, quoi. C'est terrible, quoi. Ma dépression m'a permis de prendre conscience que j'avais besoin d'aide, en fait. Bien sûr pour les symptômes dépressifs, mais aussi par rapport à la phobie sociale, à ce que je vivais, de cette peur que j'avais des autres. J'étais vraiment très très mal. À la maison, ça se passait très mal avec mon conjoint de l'époque. Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide. Et c'est à partir de là où j'ai compris en fait que j'avais besoin d'aide. Parce que la première chose qu'on m'a demandé quand je me suis réveillée, en fait, parce que j'ai pris des cachets, on m'a demandé si j'avais pensé à mes enfants. Je me suis sentie coupable pour mes enfants.
mes enfants, enfin, mon fils avait 14 ans à l'époque, ma fille avait 4 ans, et j'ai dit non. J'ai dit ce que j'ai voulu, c'était d'arrêter de souffrir, parce qu'il y avait une souffrance qui était tellement importante que je voulais pas mourir, en fait, je voulais juste arrêter de souffrir. Et j'ai pris toute ma boîte de cachets et je me suis endormie et j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé, mais quand je me suis retrouvée aux urgences, j'ai accepté l'aide en fait qu'on m'a apportée. Donc d'abord, c'est un suivi psychologique avec un psychologue, avec une infirmière psy, qui des activités dans un hôpital, dans un CMP, enfin un centre médico-psychologique dans la ville où j'habitais. J'ai fait des thérapies, ce qu'on appelle les TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives, faites par une psychologue. Donc j'ai fait de l'affirmation de soi, j'ai fait de l'estime de soi. Ils m'ont expliqué aussi cette phobie sociale, d'où elle pouvait venir. Ça m'a rassurée, parce que je pensais vraiment que j'étais bizarre, en fait. Et je me souviens du premier exercice que j'avais fait, c'était de rentrer pour aller boire un verre dans un café, toute seule. Eh ben, je peux vous dire que la première fois que je suis rentrée toute seule dans le café, j'ai fait 2-3 fois, j'ai passé 1 fois, 2 fois, bon, et puis à un moment donné, j'ai pris une grande respiration, je suis rentrée, j'ai dit bonjour messieurs, dames. Je pensais vraiment que j'étais bizarre en fait. Je me suis assise à la table, j'étais très renfermée, et puis j'ai commandé un café. Je me rendais compte que j'étais pas comme les autres. Puis finalement, je me suis rendu compte que il m'est rien arrivé. Le barman a été super sympa, il est venu me servir mon café. J'ai payé et puis voilà. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation. En fait, ce qui est très gênant dans une phobie aussi, c'est ces ruminations qu'on a en permanence. La méditation, ça nous permet de laisser passer en fait les pensées et de pas s'accrocher aux pensées négatives qu'on peut avoir, d'accepter finalement d'avoir ces pensées-là. C'est plus facile en fait. Et elles glissent, elles passent. Comme des nuages, des gros nuages noirs qui passent, vous les regardez, vous les laissez passer, même si elles sont là. Parce que moi, je sais que j'avais demandé à mon infirmière si elle n'avait pas un bouton où on pouvait appuyer pour arrêter les pensées. Bon, elle m'avait dit non, mais voilà, la méditation peut vous aider. Et effectivement, ça m'aide beaucoup, en fait. Et après, les groupes, en fait. Les groupes de parole, les groupes d'échange, être avec d'autres personnes comme moi, enfin qui vivaient les mêmes choses, ça m'a beaucoup aidée en fait. Et du coup, j'ai accepté de prendre un médicament parce que avant, je voulais pas être accro aux médicaments puisque l'image que j'en avais quand même des médicaments. Et finalement, de l'avoir pris, ça m'a permis de moins souffrir psychiquement, en fait. Moi, j'ai eu un anxiolytique qui m'a été prescrit en premier lieu avec un antidépresseur. Et là, on m'a aussi mis un régulateur d'humeur, mais que j'ai pas pris très longtemps. Et j'ai souvent appel, enfin là, en ce moment, je ne prends plus de traitement. Mais quand je ressens un mal-être, des symptômes qui reviennent régulièrement, le médicament, c'est un recours auquel je peux avoir. C'est un outil. Et puis après, l'antidépresseur qui est vraiment le traitement de fond, finalement, qui m'aide à
me remettre un peu dans des bonnes conditions, on va dire. J'ai découvert la psychiatrie à 40 ans parce que j'ai fait une tentative de suicide. Enfin, pour moi, la psychiatrie, c'était réservé aux fous. Quand j'étais à l'hôpital et qu'on m'a transférée donc à l'hôpital psychiatrique, j'ai eu très très peur d'être enfermée. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je m'en suis rendu compte après. La psychiatrie, en fait, oui, bien sûr, on est hospitalisé, bien sûr, il y a des unités qui sont fermées, mais on est plutôt accompagné sur l'extérieur. On va plutôt en hôpital de jour ou en CMP où il y a des entretiens, enfin où on a des entretiens avec les psychologues, avec les infirmiers. Mais l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment un passage. La dépression, en fait, m'a permis non seulement de mieux me comprendre, mais aussi de faire des changements au niveau de ma vie. Et du coup, je me suis orientée vers la socio-esthétique pour accompagner, utiliser l'esthétique pour que les gens se sentent mieux. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté, et par le biais de ce métier de socio-esthéticienne, en fait, j'ai voulu travailler en psychiatrie. Et en fait, on m'a parlé d'un nouveau métier qui se mettait en place en psychiatrie, et c'est le métier de médiateur de santé pair. Et en fait, ce métier, c'était pour utiliser en fait mon vécu et de la maladie et du rétablissement pour accompagner d'autres personnes en souffrance dans un service de psychiatrie. Leur montrer qu'on peut vivre avec des troubles psychiques, qu'on peut avoir une vie comme tout un chacun, qu'on peut travailler, qu'on peut avoir une vie de famille, qu'on peut avoir une vie sociale, avec un trouble psy, leur donner l'espoir aussi que c'est possible d'avoir une vie meilleure aussi, où on peut être heureux, on peut choisir aussi sa vie. Et toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, m'ont permis en fait de surmonter cette phobie, de prendre confiance, ouais, un peu plus. En parlant, y a deux réactions. En fait, il y a les personnes qui vont vous confier que eux aussi ils vivent des choses et que finalement c'est intéressant et ils me posent des questions, etc. Et il y a d'autres personnes que je vois que ça les choque. Ils fuient un petit peu finalement, ou alors ils me considèrent comme une folle en fait. Je vois les gens d'ailleurs, certaines personnes fuient en fait. Quand je parle de ça, il y a des gens que je ne vois plus. Et puis c'est pas grave, c'est que c'est pas des gens avec qui j'aurais pu aller plus loin du coup. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslappluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslappluie podcast sur Instagram.